Bonjour, bonjour, bonsoir à toutes les personnes connectées pour cette table ronde. J'ai le plaisir de vous accueillir pour un moment qui dure à peu près 1 heure et demie sur le thème Enjeux de visibilité et de renforcement des capacités des femmes LBTQI. J'ai le plaisir de vous présenter mes 3 invités. Je crois qu'il y en a 2 pour l'instant qui sont connectés, mais j'espère que Sandrine Atté, directrice de l'association AVAF, qui est l'association pour la valorisation de la femme, qui voit le jour en décembre 2014 à Yaoundé, pourra se joindre à nous dans le cours de la conversation. J'accueille aussi Nikki, membre de la WAF, Women African Freedom, une organisation à but non lucratif qui œuvre pour les droits des personnes LBQ, lesbiennes, bisexuelles et queer, en Côte d'Ivoire. Et Maram Kane, membre du conseil d'administration de l'European Lesbian Conference et membre du conseil d'administration aussi de l'ILGA Europe et anciennement présidente du centre LGBT à Paris. Donc, merci beaucoup d'être connectés avec nous. Et sans plus tarder, je vais vous passer la parole. Peut-être Nikki d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Merci beaucoup. Et j'aimerais donc vous donner la parole afin peut-être de compléter cette petite présentation assez succincte de vous-même et de vos activités et de votre association. Et ensuite, je passerai la parole pour la même question à Maram. Allez-y. D'accord, je suis lesbienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai contribué à la création de la WAF, Women African Freedom, en 2019. Et c'est une association qui travaille pour les droits des femmes LBQ, lesbiennes, bisexuelles et queer. Bon, de façon brève, c'est comme ça que je peux me présenter. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les buts de l'association et peut-être les projets qu'elle a réalisés ou... Je vous entends pas très bien, c'est un peu coupé. Ah, peut-être un problème de connexion Voilà, Internet. mais c'est bon là, je vous entends. Vous m'entendez mieux? Oui, là c'est bon. Ok, d'accord. Bon, la WAF a vu le jour en 2019, en mai 2019 précisément. Et la vision principale, c'est de parvenir à une société égalitaire, quel que soit le genre, quelle que soit l'orientation sexuelle. Et nous avons déjà eu à mener quelques activités au niveau national et au niveau régional. Au niveau régional, on a contribué à la création de la PI7, dont Sandrine Atté est la directrice régionale. Et au niveau national, on a eu à participer ou même à mettre en œuvre des activités de sensibilisation, des activités, des ateliers de formation pour les LBQ, sur l'entrepreneuriat, sur l'estime de soi, etc. Merci beaucoup. Maram Kane, je vous pose donc la même question. Si vous pouvez peut-être vous présenter d'une manière un peu plus large que ce que j'ai fait et aussi vos engagements associatifs et militants. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Maram Khan. Je suis ravie d'avoir été invitée ce soir pour la conférence de l'Égide. Comme Lorena le disait,
je suis membre du conseil d'administration de ILC, qui est en fait la communauté lesbienne d'Europe et d'Asie centrale. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'est ILC, donc ça s'écrit ELC, tout a commencé en fait à une conférence de l'ILGA Europe, qui est une association internationale également de lutte pour les droits LGBTQI+. Et lors de cette conférence de l'ILGA en 2016, à peu près 70 lesbiennes d'Europe et d'Asie centrale se sont retrouvées dans un groupe de travail pour parler justement de la situation des femmes LBQ en Europe. Donc de là est partie la volonté de créer un collectif qui s'appelle ILC. Vous verrez qu'après le L, il y a un astérix qui veut en fait tout dire, parce que le L, c'est inclusif. Tout au long de nos échanges aujourd'hui, j'utiliserai le mot lesbien, mais en soi, quand à ILC on dit lesbien, c'est qu'on inclut bien évidemment les femmes lesbiennes, les femmes bi, les femmes trans, les femmes queer, les personnes non binaires, et également les personnes intersexes aussi. Donc pour nous, le mot lesbien a un sens politique et en fait utilisé par toutes celles et tous ceux qui défient les dogmes de la société, les dogmes patriarcaux, les dogmes hétéronormés, les dogmes cisnormés. Donc, comme je le disais, pourquoi ILC? Parce que en fait, les cofondatrices se sont rendues compte de l'invisibilité lesbienne, non seulement dans l'espace médiatique, mais également dans l'espace politique, à la table des décisions, que ce soit dans le milieu associatif ou dans le milieu politique, le manque de financement des organisations lesbiennes, la disparition également des espaces et des initiatives lesbiennes, la déprioritisation des questions lesbiennes dans les politiques publiques et également le rôle pas toujours bienveillant des médias sur la question des femmes LGBT. Donc en soi, on a été formé en association à partir de 2017. On est enregistré à Vienne en Autriche. Et c'est également à Vienne qu'on a organisé notre première conférence, donc également en 2017, où plus de 400 personnes, plus de 400 femmes LGBT étaient présentes. La deuxième conférence a également eu lieu en 2019 à Kiev, en Ukraine. Et je ne sais pas si j'ai encore du temps de parole, mais voilà. Comment? Oui, oui, vous avez encore du temps de parole. Et D'accord, peut-être entendu. nous dire aussi un mot sur ILGA Europe. Je pense qu'une grande partie des personnes connectées connaissent ILGA, mais peut-être un petit mot pour... ouais. Ok, donc pour revenir rapidement sur ILC, effectivement, après ces deux conférences-là, donc que ce soit à Vienne comme à Kiev, sont ressortis trois objectifs principaux qui sont en premier le renforcement de notre organisation, comment en fait consolider nos forces en tant qu'activistes LBT. Le deuxième objectif étant l'empowerment, donc l'empouvoirment de nos militantes, militants et de toutes les personnes qui nous suivent et de toutes les personnes à qui on s'adresse. Et le troisième point étant, bien entendu, la visibilité de la question des femmes LGBT. Donc, je pense que je reviendrai sur ces trois points-là un peu plus tard. Et comme le disait Lorena, en ce qui concerne l'ILGA Europe, comme je disais, l'ILGA Europe est une organisation internationale qui promeut la défense des droits des personnes LGBT à travers l'Europe et l'Asie centrale. L'ILGA Europe existe depuis maintenant un peu plus de 25 ans. Et avec ILC, on travaille effectivement avec l'ILGA Europe pour tout ce qui est promotion de la question LGBT et pour ce qui se concerne ILC, la question des droits LGBT au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau de la Commission européenne, au niveau des Nations Unies.
et bien entendu toutes les associations LGBT en Europe contribuent pour l'ILGA Europe à la fameuse Rainbow Map, donc la carte en fait internationale LGBT que vous connaissez en Europe et en Asie centrale, qui sort chaque année et qui classe les pays suivant les avancées ou les régressions des droits LGBT dans ces pays-là. Merci. Alors, dans cette table ronde, on a deux questions principales à traiter. La première, c'est celle de la visibilité et la deuxième, c'est celle du renforcement des capacités. Alors, peut-être, j'aimerais commencer avec la question de la visibilité des femmes LGBTQI et peut-être demander à Niki comment la visibilité est possible au quotidien. Est-ce qu'elle est souhaitable? Bien sûr, théoriquement, oui, mais dans la réalité que vous vivez, est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est là? Déjà, les femmes ne sont pas réellement visibles. Ça, c'est le constat qui est fait, qui est clair. Maintenant, il faudrait donner plus de visibilité à ces femmes. Je pense que c'est indéniable, c'est souhaitable et je pense que c'est faisable. C'est faisable au sein des organisations LGBTQI. Je pense, la base, c'est au sein de ces associations que ça peut commencer. Voilà, si déjà la parole est donnée aux femmes des communautés, il y a des interférences, il me semble. Oui, je vois que Sandrine Athé est aussi connectée. C'est bien ça, excusez-moi, je vous coupe la parole juste pour être sûr que nous avons notre troisième intervenante qui est connectée. Oui, je suis là, bonjour. Voilà, bonjour. Alors, je vous donne la parole tout de suite, mais je vous redonne la parole, Niki, pour continuer ce que vous étiez en train de dire à propos de la visibilité. Voilà, donc je disais qu'il était indéniable de rendre les femmes visibles au sein de nos communautés LGBTQI et que la base, c'était au sein des organisations, donner majoritairement plus de paroles aux femmes, qu'elles puissent s'exprimer, de construire le patriarcat parce que c'est l'impact du patriarcat qui transparaît au sein de toutes les structures et qui fait que la femme est moins visible. Donc, il s'avère indéniable, il s'avère tout ce qui est nécessaire de rendre visibles les femmes par plusieurs actions qui sont encore possibles. Merci. Alors, Sandrine Athé vient de se connecter. Bonjour. Vous m'entendez bien? Voilà, je vous vois maintenant. Bonjour et merci d'être là. Vous êtes directrice de l'association, je le disais, AVAF, Association pour la valorisation de la femme, à Yaoundé. Donc, j'ai posé la question aux deux autres personnes qui sont dans cette table ronde, peut-être de vous présenter un petit peu plus, d'une manière plus élaborée que ce que je viens de faire, et puis de parler aussi un peu plus de l'association, ce qu'elle fait, quand elle est née, etc. Merci beaucoup. Merci à vous. D'abord, toutes mes excuses pour ce retard. Il est dû à une confusion du fuseau horaire, vraiment. Donc, je me suis mis une heure plus tard. Donc, je suis encore désolée pour tout le monde qui est déjà connecté là. Donc, voilà, je suis, en plus d'être la directrice exécutive d'AVAF, je suis également la directrice régionale de la plateforme Initiative des 7, qui est une plateforme sous-régionale de l'Afrique francophone de l'Ouest et du Centre, et qui regroupe actuellement 9 pays de la sous-région. Mais bien avant, mon travail débute bien évidemment au Cameroun, où, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis la directrice d'AVAF qui a vu le jour en décembre 2014, partie d'une volonté
cet activiste qui avait besoin de faire valoir la visibilité, justement, comme notre thème le mentionne si bien, la visibilité des actions des femmes lesbiennes au niveau du Cameroun. Parce qu'il faut dire déjà que le Cameroun est l'un de ces pays africains de l'Ouest francophone et du centre qui regroupe plusieurs associations. Et parmi ces associations, plus d'une trentaine aujourd'hui, parce que lorsqu'on décompte, on est à 35 ou 40 par là. Et dans ce lot, il existe juste 5 associations lesbiennes pour toutes les 10 régions du Cameroun. Et bien avant, en 2014, alors que AVAF voyait le jour, il n'existait qu'une visible au niveau de Douala, qui est la capitale économique du pays. Mais au niveau de la capitale politique où nous sommes basés aujourd'hui, il n'y en avait pas. Alors, nous sommes partis de cette réflexion où la plupart d'entre nous militaient dans des associations LGBT en général et on s'est rendu compte qu'on manquait de visibilité et des actions spécifiques, des activités spécifiquement dédiées aux lesbiennes si ce n'était des rencontres sportives et après quelques heures d'échange sans plus. Donc, on s'est donc dit qu'on pouvait faire quelque chose. Alors, on s'est assis pendant environ 10 mois jusqu'à décembre 2014 où on a fini de consolider nos idées. Et on s'est dit, bon, voilà. Et AVAF aussitôt a vu le jour et en 2015 a été légalisé sous le tutelle de l'Association pour la valorisation de la femme. Parce qu'il faut noter que le contexte socio-politique camerounais et ces lois aussi interdisent les relations homosexuelles et donc une organisation portant visiblement un nom de valorisation de la lesbienne parce qu'en réalité, c'est ce à quoi nous visions, valoriser la lesbienne qui était jusqu'ici cataloguée comme des personnes vilaines, des personnes sous-scolarisées, des personnes qui ont raté leur vie en quelque sorte, qui ne peuvent pas se marier, ainsi de suite, qui n'attirent pas des hommes et qui étaient lesbiennes. Et nous, on s'est dit non, on va valoriser cette image parce qu'on sait que dans la communauté LGBT en général et LBQ en particulier, il existe de la matière grise, il existe des belles personnes, belles dans l'âme, belles dans leur tête et grandes aussi en connaissance, qui avaient de quoi sortir du lot. Donc, c'est ainsi qu'AVAF a commencé par des activités de sensibilisation. Pour dire vrai, c'était dans les lieux où l'on se sentait plus en sécurité, qui étaient des bars où on se retrouvait régulièrement pour essayer d'approfondir, pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on veut vraiment du devenir de l'association. Donc, c'est allé vraiment crescendo jusqu'en 2016 où notre tout premier financement venu d'Amplify Change qui nous a fait confiance et nous a permis d'avoir le centre qui a marqué un pas de sérieux dans notre travail parce que de plus en plus des personnes internes à la communauté et externes aussi ont commencé à dire, tiens, il y a un groupe qui est en train de se démarquer, qui est en train de venir, et même au sein de la communauté LGBT camerounaise, des encouragements venant des autres leaders, des accompagnements au niveau du renforcement organisationnel et des capacités, nous a permis de gagner beaucoup plus de confiance en nous et de se dire qu'on pouvait faire mieux. Et le mieux qu'on a donc pu faire, c'était de tenir la main tendue que le COC Néderlande nous a faite en nous donnant une autre grosse opportunité, celle de nous financer pendant 5 années. Et pendant ces 5 années, les réflexions sont parties de part et d'autre parce que je recevais de plus en plus des correspondances, des collaboratrices au niveau régional qui étaient bluffées par le travail que l'AVAF faisait et de nos publications au niveau de Facebook. Elles ont commencé à demander, mais comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Qui vous accompagne? C'est d'où est partie donc la réflexion de pourquoi ne pas se mettre ensemble? Parce que
On a vu, on s'est rencontrés à plusieurs événements au niveau de la sous-région, des événements mixtes, des conférences et séminaires où il y avait des francophones et des anglophones. Mais à chaque fois, on s'est rendu compte que les anglophones, elles parlaient d'une seule voix, d'une même voix. Elles s'accordaient, elles se comprenaient et sincèrement, c'était très beau à voir par rapport à nous qui étions parfois avec des idées contradictoires ou alors avec des, en fait, avec des réactivités très lentes. On s'est dit, mais on peut faire comme elle et pour faire comme elle. On s'est intéressé à comment elle travaille. Elles nous ont dit non, dans chaque pays, elles étaient réunies en réseau. Dans chaque pays, elles étaient réunies en bloc. Et puis au niveau régional, bon voilà, et l'idée est partie de là où j'ai commencé à écrire quelque chose, à parler aux unes et aux autres des autres leaders. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous pensez? Est-ce que vous pensez? Et en 2018, le COC nous a donné justement l'opportunité de nous réunir pour la première fois pour que nous essayions de fixer les bases de ce que nous voulons faire au niveau régional. Qu'est-ce que nous voulons? Et on s'est retrouvés. C'est d'où est parti dans la naissance de la PI7 aujourd'hui qui a réellement vu le jour en avril 2019 du côté d'Abidjan. Donc, voilà en gros le travail que l'AVAF, moi et les autres membres LBQ du Cameroun et de la sous-région ont fait jusqu'ici pour prévoir la visibilité et les actions LBQ dans le continent. Merci. Merci, merci à vous. Peut-être, Maram Khan, je vous repasse la parole sur cette question de la visibilité. Si vous voulez voilà, rajouter quelque chose ou parler de quelle est voilà, la conception de la visibilité pour ILC. Tout à fait. Je suis d'ailleurs tout à fait en accord avec Sanaté, ce qu'elle vient juste de dire par rapport à se réapproprier son image. Donc, c'est vrai que le mot lesbien n'est pas un mauvais mot, ce n'est pas un vilain mot. Donc, chez ILC, on a vraiment à cœur de mettre le mot lesbien, de mettre les lesbiennes en avant de la scène, parce que qui d'autre le fera à notre place? Donc, on a plusieurs stratégies qu'on a mises en place. D'abord, les conférences d'ILC dont je parlais, celle qui s'est faite en 2017, puis après en 2019, et la prochaine qui devait se faire en 2021, mais du fait du Covid est reportée en 2022. Il y a également les célébrations des journées internationales lesbiennes, donc le 8 octobre, et également la journée de visibilité lesbienne qui est le 26 avril. Il y a également comme stratégie qu'on a mise en place les événements qu'on appelle les lesbiennes génieuses, donc les génies lesbiens. C'est en fait des discussions qu'on a tout au long de l'année avec des personnalités lesbiennes, que ce soit des universitaires, que ce soit des militantes, que ce soit des personnes du monde de l'art, de la culture, de la politique, etc., sur des sujets, sur un panel très très large de sujets. Ça peut aller de la parentalité à la santé, aux thérapies de conversion, aux violences policières aussi. Et puis, on a un projet qu'on est en train de mettre en route qui va se faire en ligne en octobre 2021, le 8 octobre, pour être plus précise, le jour international des lesbiennes. Et du coup, ce sera la lesbiennale, donc un festival d'art et de culture et de politique autour des lesbiennes. La question de la visibilité, je pense, c'est vraiment au cœur de toutes les organisations lesbiennes parce que, comme je le disais, les espaces lesbiens, que ce soit dans les grandes villes, dans les métropoles en Europe, ont quand même tendance à disparaître de plus en plus. D'ailleurs, on a eu également ce débat-là sur les réseaux sociaux par rapport au mot lesbien. Des organisations lesbiennes ont dû faire la guerre à Google pour le référencement du mot lesbien, parce que jusqu'en 2019, il me semble,
le mot lesbien apparaissait en première page de Google dans tous les contenus pornographiques. Et avec le combat de cette association qui s'appelle SOO Lesbien, on a un référencement qui est tout à fait différent et qui permet aussi à beaucoup de personnes, de femmes LBQT, de pouvoir justement se référencer à du contenu de qualité et pas du contenu porno grâce au nouveau référencement de Google. On a aussi des difficultés avec Facebook à avoir comme nom d'usage le mot lesbien dans notre nom. Donc, on a dû aussi batailler avec elles et eux par rapport à ça. Il y a eu également en France, lors du débat sur la loi Avia qui devait en fait être une loi qui légifère sur la haine en ligne, notamment sur les questions LGBTQI+, on va dire, on appelle ça, les réseaux sociaux, notamment Twitter et Facebook, ont fermé des comptes de militantes et militants LGBTQI+, qui utilisaient le mot green, qui utilisaient le mot PD, mais à des fins politiques. Donc, on peut aussi se poser la question de la réappropriation de certains termes par les communautés qui sont concernées en premier lieu par ces termes-là, et le fait de devoir effectivement questionner les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux, mais également voilà, on va dire les GAFA sur l'utilisation qu'ils et elles font de certains termes, donc green, PD, lesbienne, qui ne sont pas des vilains mots, qui sont utilisés de manière politique, et également l'utilisation qui est faite par la presse, parce que samedi, c'était la marche des fiertés sur Paris, et pourtant, certaines presses, certains journaux ont continué à titrer la Gay Pride. Alors que c'est vrai qu'en français, en tout cas en France, on a tendance de plus en plus à parler de la marche des fiertés pour être le plus inclusif possible. Donc on peut se demander pourquoi dans certains titres de presse, on continue à ne pas oser mettre le mot lesbien. Donc ça fait partie de voilà, toute la stratégie que ILC met en place toutes ces années. Merci. Je voulais aussi savoir comment les femmes LGBTQ s'intègrent dans cet acronyme plus vaste, LGBTIQ+, et peut-être vous poser une question au niveau de votre position sur la non-mixité, sur réaliser des événements ou des réunions en non-mixité. Peut-être Niki, si vous pouvez répondre à cette question d'abord, puis je vous passerai la parole après. Est-ce que c'est plus sécurisant d'être dans ce grand acronyme et de pouvoir être plus largement en groupe autour de ces questions, ou est-ce que c'est important d'avoir des événements en non-mixité? En effet, c'est important de pouvoir se démarquer à un moment donné. Au départ, dans l'évolution du mouvement LGBT, on ne voyait pas du tout les femmes, on ne voyait pas du tout le mouvement lesbien, le L n'était pas visible. Dans toutes nos structures ici, par exemple, les actions sont menées à partir du VIH-Sida. Et on se dit tout de suite que le risque est très faible au niveau des femmes. Et du coup, les femmes n'ont pas la parole, les femmes n'ont pas le mot à dire. Et à un moment donné, il faut que les femmes elles-mêmes puissent leur destin en main, puissent prendre la parole et ressortir les problèmes qui leur sont propres. C'est vrai que la communauté est plus vaste, mais à chaque sexualité, à chaque genre, à chaque spécificité, on a des situations qui sont propres. Les situations ne sont pas pareilles partout. Et je pense que c'est très important qu'à un moment donné, on puisse se démarquer du grand lot et poser nos actions qui sont propres. Ce n'est pas se mettre en danger, ce n'est pas se mettre en danger, ce n'est pas se mettre dans une posture indélicate, mais c'est de pouvoir donner de la voix pour faire avancer le mouvement général. Merci. Sanat, je m'excuse, je vous ai appelé Sandrine tout à l'heure, mais comme dans les mails qu'on s'est échangés, vous avez des fois signé Sandrine, alors je ne sais pas, dites-moi si je dois vous appeler
Sandrine ou Sanat ou Sanaté. Elle est là. Voilà. Oui, Sanat, ça me va. Sanat, ça vous va? C'est vrai que Sandrine aussi, c'est toujours moi. OK. Mais Sanat, j'aime bien. OK, parfait. Alors, sur cette question des alliances ou avec dans le grand acronyme ou bien de la spécificité des questions LBT, vous m'avez entendu? Sur la non-mixité? Non, pas vraiment. Oui, je posais la question sur l'intégration des femmes dans ce grand acronyme LGBTIQ+. Si vous pensez qu'il faut y avoir, il faut que des événements, des moments en non-mixité sont importants, ou bien si c'est plus opportun, voire plus sécurisant d'être dans le grand acronyme. C'est vrai que c'est une discussion que j'ai toujours eue parce que en réalité, je vais être honnête parce que les LBQ restent dans un nuage dans le grand acronyme parce que j'ai souvent l'habitude de rigoler en disant on dirait pas que c'est lesbiennes qui commençaient dans ça parce qu'en réalité, nous sommes restés longtemps. Si aujourd'hui, on remarque de plus en plus la naissance des organisations, des actions, des mouvements LBQ ou trans, c'est parce que pendant un bon moment, nous sommes restés dans l'ombre en oubliant les spécificités des LBTQ, mais beaucoup plus en accompagnement et en s'introduisant aux activités pour la plupart gays, parce que c'est la majorité des associations au niveau de l'Afrique francophone que je connais un peu, on porte un problème sérieux de santé qui n'est pas négligeable, à savoir le VIH, et qui derrière cette, je ne dirais pas cette opportunité, mais ce mal sanitaire ont beaucoup plus d'accès à plusieurs financements, plusieurs actions, plusieurs activités qui peuvent faire sans être inquiétés. Mais au niveau des LBTQ, c'est resté platonique. Et à chaque fois, on se demandait qui nous sommes réellement. Parce que être dans un grand groupe, c'est bien. Mais reconnaître sa place dans le grand groupe, c'est encore mieux. Parce que quand je prends un peu le cas des coalitions, des plateformes, des réseaux mixtes LGBT, même là encore, on retrouve toujours cette minorité de représentativité des LBT. Ça persiste. Donc, des faits ne m'arrangent pas beaucoup, mais revaloriser au niveau de la grande communauté LGBT serait l'idéal, qu'on se comprenne et qu'on donne à chacun les mêmes priorités, parce que je risquerais de parler ici d'inégalité à tous les niveaux, d'inégalité d'accès, par exemple, d'inégalité de collaboration, d'implication. Tout ce que nous reprochons déjà au niveau de la grande communauté, parce que lorsqu'on se plaint, on dit les LGBT sont marginalisés, les LGBT sont délaissés, mais lorsqu'on entre à l'intérieur, on se rend davantage compte qu'il y a encore une autre domination au sein de la grande famille qui ramène les LBQ et les trans en minorité. Donc, répondre directement non, mais en peignant ce tableau, je peux dire qu'on ne se sent pas très à l'aise ou alors on se dit non, on n'a pas une grande place de visibilité au sein du grand groupe LGBT. Merci, Maram, sur ce même thème. La question, effectivement, de la non-mixité a fait couler beaucoup d'encre en France ces derniers mois et va continuer à en faire couler beaucoup. Après, sur la non-mixité en termes de genre, je pense que ça a toujours existé.
c'est nécessaire, en fait, comme le disait Niki, comme l'a dit à l'instant Sanat, c'est important, en fait, d'avoir cet entre-soi-là, justement pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir monter des stratégies de manière sereine, parce qu'il n'empêche pas que, en fait, les femmes LBTQ restent en fait des femmes, donc en fait sont moins visibles dans l'espace public, sont moins visibles dans l'espace militant, quelquefois osent moins prendre la parole. De par mon expérience associative, j'ai bien constaté que les femmes LGBTQ, lors des réunions militantes, prennent nettement moins la parole que les hommes. Et en fait, justement, c'est ce qui fait qu'il est important d'être entre nous, de se retrouver entre nous. Après, quand on parle de non-mixité, nous, en tout cas, à ILC, comme je le disais, on est inclusif, donc on inclut les femmes, donc toutes les femmes LBTQ. Et c'est très important en fait de souligner ce point-là, notamment dans le milieu lesbien, parce que rien que lors de la marche des fiertés de samedi 26 sur Paris, il y a eu des attaques de féministes radicales, les TERF, des féministes radicales qui sont contre en fait les personnes trans, contre notamment les femmes trans, et qui refusent de comprendre le principe de la transidentité et qui nient le statut de femme aux femmes trans. Donc il y a eu des attaques assez virulentes et assez violentes lors de la marche contre des militantes trans. Donc ILC, bien entendu, on est tout à fait en soutien avec ces militantes trans-là qui se sont faites attaquer. Et ça nous ramène à un autre débat, c'est également des conversations apaisantes, mais aussi qui nous amènent à quelque chose sur la question de l'inclusion de toutes et tous. Parce que voilà, la question de la non-mixité nécessairement mène à la question de l'intégration d'un maximum de personnes concernées dans nos propres débats. Se questionner sur qui est présent dans nos bureaux, dans nos conseils d'administration, qui est présent dans les conférences qu'on organise. C'est le cas notamment chez ILC où quand on organise des conférences, on donne des bourses à en fait des groupes de personnes, généralement quand même des personnes trans, les personnes aussi minorisées par la société, du fait de leur ethnicité, du fait de leur origine sociale, du fait de leur appartenance religieuse, parce qu'on a vraiment à cœur que toutes et tous soient représentés lors des débats, que toutes et tous soient autour de la table. Donc je pense que quand même on a nos réunions non mixtes, on doit aussi se demander si on intègre toutes les personnes qui doivent se sentir concernées par les questions LGBTQ. Merci. Est-ce que Sanat ou Niki ont eu ces mêmes expériences d'un manque de reconnaissance des femmes trans, par exemple, au sein de l'association ou pendant des événements? Je peux prendre la parole? Oui, Niki, oui. OK. Pour la petite expérience ici, cette marginalisation ou cette discrimination des femmes trans a été la base de la création de plusieurs associations trans femmes. Donc, il arrive un moment donné où ces personnes se sont beaucoup plus organisées, beaucoup plus structurées et mènent vraiment des actions intéressantes pour défendre d'un commun accord leurs droits. Du coup, bon, l'exclusion en tant que telle ne se fait plus trop savoir puisque ces personnes-là se sont constituées elles-mêmes en une force. Et ça fait que la discrimination ou les coups qui peuvent venir d'ailleurs sont moins virulents. Moins virulents. Et il y a aussi le soutien ou l'accompagnement de toute la communauté LGBT qui suit le mouvement trans ici en Côte d'Ivoire pour la petite expérience. Oui, Sanat?
Oui, je vais compléter à la suite de Niki. Pour dire avec tristesse que c'est déplorable parce que vivre ça dans une société comme la nôtre où nous réclamons tolérance, acceptation et intégration et que l'on se retrouve à marginaliser nos pères, un membre de la famille qui est trans, c'est vraiment décevant. J'ai vécu plusieurs expériences où pendant des ateliers, pendant des rencontres, quand on finit, c'est chacun qui se précipite à partir en disant il ne faut pas qu'on marche avec celle-là, c'est elle qui va faire qu'on nous identifie en route. Il ne faut pas que... Et à un moment, la concernée, elle s'était rendue compte et elle disait toujours, je sais qu'à un moment, vous tous, vous allez me fuir, tout le monde a honte de marcher avec moi. Ça fait tellement mal parce que la même tolérance que nous sommes en train, pour laquelle nous militons, pour laquelle nous nous bagarrons pour que la population lambda nous intègre, nous n'usons pas de la même acceptation au sein de notre communauté. On a même vécu, on a eu des comptes rendus de ce que ce sont les membres de la communauté LGBT qui sont à l'origine des violations dont sont victimes les femmes trans, les femmes transgenres, parce qu'elles sont les premières, ces personnes, lorsqu'elles les voient en route, elles disent à la première personne qui sont à côté que, tiens, la dame que vous voyez là, en réalité, elle n'est pas une dame. Ça, c'est un exemple qu'on a vécu. Et la fille, quand elle racontait, elle pleurait. Elle dit, elle ne pleurait pas parce qu'on l'a violentée. Elle ne pleurait pas parce qu'elle était humiliée. Mais le mal qu'elle avait, c'est parce que c'est un membre de sa communauté qui l'aurait identifié, qui l'aurait indexé et alerté la population. Donc, c'est vraiment touchant, ça existe. Et sincèrement, c'est pour compléter ce que Niki disait, pour la plupart de ces dernières, ça devient leur force, ça devient leur arme et elles se disent, leur première guerre en réalité est au sein de la grande communauté LGBT, à voir par rapport à leur prise de position dans des rencontres mixtes. Elles ont toujours des prises de position qu'on juge très souvent violentes, qu'on juge très souvent, tout cela part du traitement que nous leur servons au sein de la communauté LGBT. Merci. Donc, juste une petite parenthèse, j'invite les personnes qui sont connectées, qui veulent poser des questions à le faire, et puis j'aurai les questions qui vont apparaître sur ma tablette et je les poserai à nos invités tout à l'heure. Je voudrais maintenant passer aux questions vraiment sur le renforcement des capacités des femmes LGBTQI. Et je voulais vous demander, peut-être Maram d'abord, quels sont d'après vous les domaines prioritaires pour renforcer les capacités des femmes LGBTQI? Je pense que le domaine prioritaire est vraiment essentiel et je pense que Niki et Sanad seront d'accord avec moi sur ce point-là. Ça reste le salariat. Je sais qu'à ILC, ça a été, c'est encore une vraie question parce qu'on n'est pas sans savoir que la majorité des associations de femmes LGBTI sont les moins financées, en tout cas en Europe. On a fait justement des études dans ce sens-là et on a constaté qu'il y avait une certaine frilosité des financeurs à aller sur certains sujets, comme par exemple le sujet des femmes LGBT. Voilà, ils préfèrent des sujets beaucoup plus généralistes. Et du coup, selon nos chiffres, sont les études qu'on a pu mener, notamment en Europe de l'Est, on a constaté que, par exemple, 53% des organisations lesbiennes fonctionnent avec moins de 5 000 $ par an et que 2 à 5% des financements de projets LGBTI vont sur des sujets LGBT. Donc, globalement, on a quand même ce financement-là qui est assez marqué
des associations LBT. ILC n'est pas en reste. On a 3 postes en équivalent temps plein en ce moment chez ILC et un poste de consultante en temps partiel, ce qui fait que c'est très dérisoire par rapport à tous les enjeux et toutes les questions qu'on doit gérer aujourd'hui, notamment le coût des conférences, parce que nos 2 dernières conférences avaient un coût de 80 000 € et je vous parlais tout à l'heure des bourses aussi qu'on donne aux plus précaires. Donc, en fait, ça fait qu'on doit en fait sans cesse faire des demandes de financement, mais on a peu de financement public. Ce sera plutôt des financements privés, ce sera plutôt des fondations. Donc, c'est toujours très, très compliqué en fait de, entre guillemets, vendre la question lesbienne au gouvernement, aux bailleurs de fonds qui, de manière usuelle, généralement, financent les associations LGBTQI+, et plus précisément LBTQI. Donc, nous, en tout cas, c'est vraiment notre bataille, c'est de pouvoir justement augmenter notre capacité aujourd'hui, qui est très limitée, en ayant plus de salariat, parce qu'à un moment, il faut savoir que la pérennité d'une organisation, clairement, le financement. Ça, je pense que toutes et tous, on l'a bien compris. Le bénévolat ne peut pas être éternel. À un moment, il faut passer par de la professionnalisation et ça passe par rémunérer les personnes, rémunérer les militantes à leur juste valeur. Donc, je sais que, en tout cas, nous, voilà, c'est vraiment un de nos principaux chevaux de croix aujourd'hui. Oui, merci. Effectivement, on connaît, il y a beaucoup de bénévolat, beaucoup de bonne volonté dans les associations. Et sans ces personnes-là, elles ne pourraient pas vivre. Je vais juste vous partager, puisque je commence à recevoir des questions. Là, pour le coup, ce n'est pas une question, c'est une information. Claire nous dit « Je profite de cette table ronde pour partager avec vous le rapport émanant de la recherche communautaire mise en œuvre par 9 organisations LBTQ dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, processus soutenu par COC Nederland. Cette recherche donne à voir leurs besoins spécifiques. Peut-être si on pouvait avoir peut-être un lien qu'on pourra ensuite mettre en ligne, un lien sur un site où là on peut trouver ces informations. Peut-être sur cette question des domaines prioritaires pour un renforcement des capacités, Sanat. Oui, je voudrais d'abord dire merci à Claire qui vient de faire allusion à ce rapport. Donc, je comptais vraiment en parler à la fin. Merci beaucoup parce que effectivement, cette recherche que j'ai eu l'insigne privilège de coordonner au niveau de la sous-région est la quintessence même des réalités que vivent les personnes LGBTQ dans la sous-région. Marème vient de le dire, ce problème d'autonomisation. Nous ne pourrons rien sans autonomisation. On parle aujourd'hui de plus en plus de la santé mentale. La santé mentale passe par le bien-être physique, passe par le bien-être moral et tout. Et pour être bien, on a besoin de pouvoir assurer nos besoins élémentaires. Nos besoins élémentaires. Et c'est à chaque fois des problèmes auxquels nous sommes confrontés au sein de nos différentes associations. Vous allez constater que dans ce rapport et dans d'autres réalités des associations LBTQ en Afrique de l'Ouest francophone et du centre, que très peu de staff mettent l'on en place. Parce qu'à chaque fois, on est à la recherche du bien-être. Mais les projets portés par les LBQ sont très peu vendus. Il existe rarement des partenaires tels que le COC qui va vous dire « je vous fais confiance, on va faire un contrat de 5 ans ». Mais de 5 ans, pour quel poids de financement? Là aussi, il y a encore un problème.
mais on est déjà content. Mais au-delà de ça, vous allez passer 12 mois avec des personnes qui ont besoin de s'épanouir, avec des personnes qui ont besoin de vivre une vie moyenne. Ça veut dire se prendre en charge, mais également qui ont la volonté d'exercer dans le communautaire, mais qui, en réalité, n'arrivent pas parce qu'elles vous disent, qu'est-ce que vous allez me donner? Le bénévolat, c'est bien, mais mon bien-être est encore mieux. Ça, c'est une question qui, moi, très souvent m'attriste, parce qu'à chaque fois que membre de mon organisation, du staff de l'association, un membre du staff démissionne, les raisons que celui-ci te pose sont claires, mais tu ne peux pas lui proposer mieux. Tu lui dis, ah, tu connais nos réalités, tu connais que c'est comme ça qu'on vit, tu connais, mais tu ne peux pas l'arrêter parce que derrière ça, tu ne pourras pas lui offrir ce dont elle a besoin pour son épanouissement. Donc ça, c'est aussi un appel par ce rapport également que je nous conseille encore, que je souhaiterais partager sûrement avec la commission et qu'il soit vulgarisé pour voir au combien. Ce n'est que 9 pays, mais derrière 9 pays, combien d'autres pays de l'Afrique francophone en souffrent? Il y a la volonté, il y a de la matière, il y a tout ce qu'il faut pour servir la communauté à laquelle nous faisons partie, mais les moyens d'accompagnement fauchent. Et à la fin, on se dit, chez les LBQ, vous n'êtes pas sérieux parce que aujourd'hui, vous avez X, demain, vous avez Y. Ça, c'est sans compter que les bourses, les offres ne sont pas les mêmes. Les offres ne sont pas les mêmes. Et à chaque fois même, lorsque une organisation LBQ postule, on va toujours lui demander quelle est ton expérience sur le terrain? Quelle est ton expérience? L'expérience acquiert à chaque fois qu'on nous donne l'opportunité. Si un bailleur ne nous donne pas l'opportunité de pouvoir réaliser sur le terrain, vous comptez cela comme expérience. Pourquoi vous prendre l'expérience? Ça, c'est une question que j'aime souvent vous poser et c'est par celle-là que je m'arrête encore une fois de plus. Merci. Niki, sur les domaines prioritaires pour le renforcement des capacités des femmes LGBTQI? Je partage tellement l'idée de Sanat et de Maram parce qu'on veut rendre les femmes visibles. On veut renforcer les capacités des femmes. Mais on sait tous que cela n'est pas possible sans un financement, sans un accompagnement financier. On veut donner la parole aux femmes, leur rendre plus visibles, montrer qu'il y a des compétences au sein des femmes, c'est vrai. On sait tous que ça existe réellement, des femmes compétentes, des femmes qui ont de la matière, des femmes qui ont du répondant. Mais on ne peut pas toujours continuer à travailler sur le couvert du bénévolat. Parce qu'avec le bénévolat, c'est très difficile de mobiliser. Parce que nous sommes dans une région du monde très précaire, ça il faut le dire. Et dans cette atmosphère, cette ambiance où la précarité fait que, André, je dirais, comme on le dit dans le jargon ivoirien, que tout le monde se cherche, tu ne diras pas à quelqu'un de laisser ses activités personnelles pour se donner dans une activité bénévole où c'est vrai qu'elle a envie de se faire entendre, où c'est vrai qu'elle a envie de montrer ses compétences, mais derrière ça, tu vis comment? Derrière ça, tu vis comment? Et c'est ça. Le rapport dont Claire du COC vient de parler fait ressortir réellement tous ces problèmes. Au-delà du problème d'autonomisation, on a le problème de violence au sein de la communauté. Et si on va plus loin, on se rend compte que les violences, même au sein de la communauté, sont dues au fait qu'il y a un problème d'autonomisation, en fait. Parce que quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la société, pas d'emploi, pas scolarisé, pas de logement, ça donne à toutes sortes de vices, en fait. L'alcool, la drogue, et ça rejaillit au sein de la communauté, ça se voit dans les rapports, les couples lesbiens, par exemple. Et donc, j'ai dit qu'il est important que
tous nos partenaires puissent vraiment tenir compte de cet aspect et ne pas penser seulement, parce qu'on a l'impression que le gros morceau des financements, c'est pour, je ne dirais pas les jets, mais c'est surtout pour les actions en faveur de la santé sexuelle et tout. Et la plupart du temps, comme je le disais au départ, on s'est dit qu'au niveau des femmes, il y a très peu de problèmes de santé, ce qui n'est pas vrai du tout. Et du coup, très peu de financement à l'endroit des femmes. Bon, dans cette atmosphère-là, c'est vraiment difficile de trouver des personnes volontaires, toujours prêtes, toujours aptes à vouloir se donner à 100% pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, les personnes qui se donnent dans la communauté, les personnes qui se donnent dans nos associations, dans nos structures, dans nos organisations et tout, c'est vraiment avec le cœur. Parce que la plupart du temps, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a vraiment rien derrière, aucune assurance, aucune garantie. Et même au niveau de la sécurité, il n'y a vraiment rien derrière. Tu allais te montrer dans une activité pour défendre les droits des personnes homosexuelles. Attends-toi à un retour de bâton et dis-toi que ce n'est pas évident que tu aies une prise en charge parce que tu as été battu pour une activité. Ce n'est vraiment pas évident parce que moralement, émotionnellement, les gens seront là pour toi. Mais et derrière, sachant que dans le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, tout tourne autour de l'aspect financier. C'est vraiment compliqué d'avancer, c'est vraiment compliqué de mobiliser des gens, c'est vraiment compliqué de dire à quelqu'un de laisser tout ce qui peut lui permettre de vivre sainement et venir militer au sein de nos organisations. Donc, il faudrait vraiment que dans nos structures, dans nos accompagnements, on puisse penser à salarier le personnel. Le bénévolat, c'est bon quand on débute, mais à un moment donné, il faut s'asseoir et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour motiver ces bonnes volontés, pour motiver ces personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur intelligence pour faire avancer le mouvement. Merci beaucoup. Je voulais juste vous dire donc les informations sur le rapport qu'a cité Claire sont dans le chat. Si vous voulez, vous pouvez donc les trouver là. J'ai une autre question de Robert qui s'adresse à Sanat. Je vous la lis comme elle est formulée. Pour pallier à ce que ces personnes membres dénoncent les leurs et les livrent à la population, et si les responsables lançaient une enquête, se lançaient sur le contrôle effectif de la véracité d'appartenance des membres au réseau LGBTQ+. Alors, je ne suis pas sûre de saisir très bien la question et de savoir d'être et de comment dire et d'être sûr que c'est ça le rôle d'une association de contrôler l'effective véracité de l'appartenance des membres au réseau. Est-ce que Sanat, vous voulez répondre à cette question? J'avoue que je ne l'ai pas bien compris. Je ne comprends pas bien la question parce que cette fois, Robert parle de la dénonciation des autres membres et de l'appartenance au réseau. Je n'arrive pas à faire la corrélation. Si la question peut être mieux élaborée, s'il vous plaît. Oui. Alors, je voulais... Pardon. Oui? Je pense que je peux intervenir. Oui, oui. Allez-y, Niki. Je pense que tel que stipulé la question, Robert veut dire, est-ce qu'on ne pourrait pas vérifier que ces personnes qui s'adonnent à la dénonciation de leur père, est-ce qu'on ne pourrait pas vérifier que ces personnes appartiennent réellement à la communauté? Je pense que c'est cela sa question. Mais moi, je pense qu'il ne s'agit pas d'appartenir ou non à la communauté. Parce que ça peut être réellement des personnes de la communauté, ça peut être vraiment des personnes qui sont de la communauté, mais qui prennent ce malin plaisir à dénoncer les autres. Et pour les cas spécifiques cités, je peux dire clairement que ce sont des personnes de la communauté et bien connues.
bien connues d'ailleurs, parce que elles ont été dénommées, elles ont été dites, et certaines avaient même été abordées et qui ont dit clairement, je ne supporte pas les femmes trans. Il y a des personnes qui le disent au sein de la communauté LGBT. Elles ont honte, et d'autres te disent, je ne peux pas marcher avec une trans en route. Donc, elles sont connues, elles sont même identifiées. Juste si la trans vient te dire, j'étais à tel endroit, la personne X qu'on connaît très bien dans la communauté m'a fait ci ou ça. Donc, ce sont des personnes identifiables et identifiées. Merci. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles questions. Alors, je voulais vous demander si il y a des sujets qu'on n'a pas abordés encore ou des aspects qu'on n'a pas abordés dont vous voudriez parler. Peut-être, Maram, je vous donne la parole. Est-ce qu'on a oublié des choses? Est-ce que vous aviez d'autres thèmes à aborder? Ça peut être intéressant de parler de l'impact Covid sur le mouvement. Oui. Parce qu'on est quand même dans une année, une année et plus Covid. On est en train de sortir petit à petit de cette situation-là. Donc, en tout cas, nous, chez ILC, on s'est adapté très, très vite. On a mis en place assez rapidement ce qu'on appelle les LLL, donc c'est des sessions de discussion lesbiennes. En fait, c'est des groupes de parole qui se sont auto-organisés du lundi au dimanche, 2 fois par jour pendant 2 fois par jour pendant 3 mois sur Zoom en 6 langues, dont le français, et où les femmes LGBTQ qui étaient présentes ont pu parler de l'isolement, de leur environnement familial, amical, professionnel qui peut être devenu hostile à cause du couvre-feu, à cause du confinement. Aussi, on a pu parler de la santé mentale, sujet dont on parle très peu dans le milieu militant et qu'il faudrait vraiment qu'on intègre dans nos stratégies associatives. Et on a aussi pu avoir des invités tant politiques que militantes qui ont pu, par exemple, nous parler de sujets comme les archives lesbiennes. On a pu aussi mettre en place des fonds de soutien pour la communauté avec un financement total de 60 000 euros. Et pour le moment, on a distribué 30 000 euros à 12 organisations, dont certaines qui sont en France, qui sont au Kyrgyzstan, qui sont en Géorgie, en Russie, en Serbie. Et également, on a mené une étude, je pense que c'est la seule étude qui a été faite à ce jour dans le monde sur l'impact du Covid sur les femmes LGBTQ. Donc, on a eu beaucoup de réponses, plus de 2000 réponses de femmes LGBTI, d'hommes trans et de personnes non binaires, et également des réponses de plus de 100 organisations lesbiennes. Donc, pour ce qui est des personnes qui ont répondu, 47% estiment que le Covid a eu un impact négatif sur leur travail et sur leur vie affective. 10% ont perdu leur emploi du fait du Covid et 82% d'anxiété et de dépression. Ces chiffres sont quand même très, très, très parlants et très graves par rapport à l'impact du Covid sur les femmes LGBTI. Et pour ce qui est des organisations qui ont répondu à notre enquête, on constate que 96% d'entre elles ne peuvent pas se permettre d'avoir des salariés. Donc, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, comment se financer, comment financer le travail qu'on fait. Et 54% d'entre elles déclarent qu'elles ne pourront pas régler tous leurs frais de fonctionnement en 2021. Donc voilà, nous, c'était très, très important d'avoir ces chiffres-là parce que, en fait, sans chiffres, comment être visible? Sans chiffres, comment aller chercher des financements? Sans chiffres, comment aussi prouver qui a justement un intérêt très particulier qui doit être pris par les pouvoirs publics, par les institutions européennes et internationales sur la question des femmes LGBTI dans le mouvement global LGBTQI. Merci. Est-ce que cette recherche et les données sont disponibles sur le site?
Tout à fait. Toutes ces données et tout le rapport est disponible sur le site d'ILC. Malheureusement, pour le moment, les données sont en anglais uniquement. Donc, on espère qu'on pourra les traduire bien dans d'autres langues. Merci. Et on a eu une table ronde pour débattre justement des résultats de cette étude qui est encore disponible sur la page Facebook de ILC. Merci beaucoup. Niki, peut-être une question que vous vouliez encore aborder et qu'on a oublié dans notre discussion? J'aimerais revenir un peu sur l'importance de l'éducation dans tout ce processus de rendre visibles les femmes. Tout à l'heure, on parlait de dénonciation qui ramène un peu à la transphobie, à la lesbophobie et tout ce qui en découle. Pour moi, je pense que la base de l'invisibilité des femmes, c'est l'éducation. Et aujourd'hui, que dans nos communautés, au sein même de nos communautés LGBTQI, on cherche à éduquer nos pères. On cherche à inculquer la tolérance. Parce que c'est aussi ça. Si à un moment donné, un membre d'une même communauté arrive à dénoncer un de ses pères, ça veut dire qu'on a échoué quelque part. Ça veut dire qu'on n'a pas totalement fait ce qu'on avait à faire. Ça peut venir de l'extérieur et on se serre les coudes pour avancer. Mais quand ça vient de l'intérieur, c'est qu'on a manqué quelque part. Et moi, je pense qu'il faut qu'on mette l'accent sur l'éducation, sur des formations, des sensibilisations de masse qui permettraient d'inculquer plus de tolérance entre nous-mêmes, de faire comprendre que la différence est aussi une force. Le fait que moi je sois lesbienne et que toi tu sois trans est aussi une force pour mettre ensemble pour avancer. C'est vraiment ce petit point que je voulais souligner. Merci beaucoup. Sanat, sur la question de l'éducation ou sur une autre question que vous souhaiteriez encore aborder? Bon, je ne vais pas aborder une autre question en laissant celle de l'éducation muette. Parce que vraiment, on a besoin, chaque fois on le dit, l'éducation est la clé du succès d'un continent, d'un pays ou d'un peuple. Et si nous voulons éduquer les populations à l'acceptation et au respect de l'humain, nous devons commencer au sein de la communauté LGBT en général à nous accepter, à nous tolérer et à nous valoriser. Parce qu'une main peut être le soutien de l'autre. Mais lorsque c'est une main qui se défait, ça fait très mal. Donc l'éducation, elle doit rester constante déjà au sein de nos différentes communautés, partout où nous sommes, vu qu'avec quelques éléments qui viennent d'être soulevés, on se rend compte que c'est une réalité planétaire des mouvements transphobes internes et lesbophobes internes. Donc, c'est quand même choquant. Sinon, le volet que moi je voulais soulever ici là, pour la visibilité des LBQ et des trans est qu'après un plateau comme celui-ci, que nous avons coutume de faire à plusieurs reprises, nous avons déjà présenté le rapport Point Fini avec le labyrinthe plus d'une fois. On a des bailleurs qui suivent ce genre de conférences, qui prennent connaissance de nos rapports, mais à chaque fois, on attend un changement positif pour pulser la visibilité et valoriser les actions des femmes LBQ et des personnes transgenres, mais ça reste toujours muet. À chaque fois, on revient et je me demande toujours, après une rencontre comme celle-ci, avec tant de problèmes soulevés, avec ce brillant rapport verbal que Maram vient de faire, qui me donne envie d'aller l'exploiter, je me demande, est-ce qu'après, il y aura une prise en compte concrète de cette DGID, d'ailleurs même, qui organise cette belle conférence, et de d'autres bailleurs qui vont dire, bon, tenez, apportez votre rapport, discutons,
qu'est-ce que vous voulez? Il y a des recommandations dans chaque rapport, mais des recommandations qui restent muettes et entraînent d'autres problèmes. Moi, c'est quasiment un appel que je voudrais faire à toute la communauté LGBT francophone, africaine et mondiale d'essayer, ou alors que nous essayons ensemble, parce que un mouvement ne se porte pas seul, mais un mouvement se porte ensemble. Si on peut se mettre ensemble aussi et avoir des critères de base même au niveau des financements des organisations LGBT, de prise en charge, d'appui institutionnel. Combien d'organisations LBQ ont des machines? Quand je prends encore la nôtre, en ce moment où on a 4 machines pour 11 volontaires, c'est insignifiant. On a besoin d'un appui institutionnel avant même de parler d'un appui financier et autres. Et tout ça ralentit le travail malgré toute la volonté qu'on peut avoir, malgré toute l'énergie qu'on veut donner. Parfois, nous sommes limités par des moyens moindres qui ne sont pas seulement financiers, mais qui sont ne serait-ce qu'un accompagnement institutionnel. Donc, moi, beaucoup plus, nous voulons être visibles. Nous menons d'ailleurs des actions très intéressantes et concrètes dans nos différents pays, mais ces actions gardent toujours un goût amer parce que soit elles sont inachevées à cause des projets à court terme. On a très peu de financement à l'endroit des LBTQ qui vont au-delà de 12 mois. C'est très souvent 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et après, vous n'avez plus rien à faire. Il faut recommencer à réfléchir. Des projets qui manquent un accès de pérennisation. Et du coup, vous entamez des actions de visibilité et vous êtes heurté à un mur. Ça laisse un goût amer. Et même pour ces activistes qui partent là, quelque part, je dis toujours, elles peuvent avoir raison. On peut bien vouloir, mais on a besoin d'être accompagné. Merci. Merci à vous. Il y a encore quelques questions qui arrivent et peut-être certaines qui sont un peu contradictoires, mais intéressantes peut-être à poser. On revient un tout petit peu sur la question de la mixité ou de la non-mixité. Donc, Viviane demande quelle stratégie utiliser pour dépasser le choix de la non-mixité. Et puis, sur cette question que Sanat vient d'évoquer sur les financements, Claire demande: est-ce que l'accès à davantage de financement pour les organisations et activistes LGBTQI ne passe-t-il pas par un rapprochement plus systématique entre le mouvement LGBTQ et les mouvements plus larges de défense des droits des femmes? Est-ce que ce serait une stratégie payante, c'est au sens propre et figuré du terme, que de se rapprocher plus des mouvements féministes et de femmes? Est-ce que quelqu'un veut répondre? C'est un peu des questions qui vont dans un sens, comment finalement passer au-delà de la non-mixité, ou alors se déplacer plus vers les associations et mouvements féministes pour accéder peut-être à plus de financement. Pour ma part, si je peux me permettre, je ne vois pas Niki ou Maram, si je peux me permettre, je vais dire les mouvements féministes ou les mouvements globaux de femmes, c'est une fuite en avant, sincèrement, parce que si on a des bailleurs, par exemple, qui ont des financements pour les LGBT en général et qu'eux-mêmes n'arrivent pas à valoriser la communauté LBQ ou trans, ce n'est pas un mouvement féministe ou femmes en général où les actions des LBQ trans seront acceptées. Je suis désolée, parce que même pour travailler avec ces mouvements globaux féministes ou de femmes, nous avons essayé ici. On se forme toujours dans la masse, on ne se présente pas comme une association ayant pour cible les minorités sexuelles. On se présente comme une association
militant pour les droits, l'inclusion sociale et l'autonomisation des femmes. Mais au sein de ces mêmes mouvements, des jugements sont portés sur les cibles. Lorsqu'on se retrouve ensemble, il y a encore là des actes de discrimination, des actes homophobes, des jugements et des délits de faciès qui vont avec. Et directement, nous-mêmes, on commence à fuir. Et combien de mouvements même féministes ou de femmes en général au niveau national prennent en charge même les femmes. Nous sommes inscrits par exemple au niveau, parlant d'AVAF, au niveau de la mairie de la commune au sein de laquelle nous siégeons. Nous sommes inscrits à la délégation de la même région qui enregistre plus de 300 associations féminines. Mais à chaque fois, même pour une assistance, même pour un appui technique, il est difficile que cette délégation-là nous vienne en aide. Donc, ça reste difficile si déjà, et je le dis, moi, mon interpellation était pour cette ouverture de financement général qui privilégie un mouvement au détriment des mouvements LBQ et trans reste un problème. Égalité de chance, égalité d'opportunité, égalité d'accès au financement, pour moi, serait l'idéal pour toutes les associations, les mettre au même niveau. On va toujours dire, vous êtes en arrière, vous les LBQ et les trans. Comment on va faire pour aller en avant? On a besoin justement d'être poussés, d'être accompagnés par ces différents bailleurs de fonds-là qui pourraient nous faire confiance éventuellement. Merci. Est-ce que Maram ou Niki veulent intervenir sur ces questions? À mon sens, je pense que le mouvement lesbien et le mouvement féministe vont nécessairement de pair. Parce que comme je disais, en fait, on n'est pas juste une lesbienne, on est une femme et une lesbienne, une femme et une femme bi ou trans ou une personne non binaire. Donc, l'un n'efface pas l'autre. C'est vraiment un cumul des deux. Et je pense que oui, dans toutes les luttes qu'il y a eu, les femmes lesbiennes comme les femmes hétérosexuelles ont mené de front certains combats. En revenant par exemple sur le cas d'ILC, l'une des organisations qui me soutient le plus et depuis le début, c'est quand même Mama Cash. Donc, pour certaines et certains d'entre vous, vous connaissez certainement, c'est une organisation qui est née aux Pays-Bas et qui en fait finance les organisations et les militantes et militants féministes, trans, intersexes, bref, toutes les personnes en fait qui sont minorisées par la société aujourd'hui. Donc je pense que s'il y avait plus de Mama Cash dans le monde, ce serait vraiment idéal. Donc oui, pour moi en tout cas, le mouvement féministe et le mouvement lesbien vont totalement de pair. Après, quand on dit s'allier à des mouvements, je pense qu'effectivement, ça peut vraiment être une bonne idée tant que, on va dire, les stratégies sont communes. Je pense que le rôle des alliés est très important dans nos luttes. Il ne faut pas du tout qu'on l'oublie. Et les alliés comptent dans toutes les luttes, en fait. Je veux dire, quand on est blanc et qu'on est anti-raciste, c'est important de porter cette parole-là. C'est important de porter une parole qui est anti-islamophobe quand on n'est pas musulman. Donc, je trouve que les alliances qui se font sont très importantes pour le mouvement et il serait de bon aloi d'avoir des alliés qui sont beaucoup plus visibles. C'est-à-dire le mouvement LGBT, le mouvement LBT n'est pas fermé aux alliances, n'est pas fermé aux alliés. Les hétéros sont les bienvenus. On a besoin en fait de personnes qui portent ce message sans qu'on puisse leur dire ah mais en fait vous avez tout à cœur parce que vous êtes concernés en premier lieu. La question de l'identité de genre, de l'orientation sexuelle, de la question affective aussi des personnes, normalement concerne tout le monde, qu'on soit hétéro ou pas. Et je pense que c'est
C'est au-delà d'une question de société, ce ne sont pas des débats éthiques, c'est vraiment se dire que tout le monde est libre de vivre sa vie comme il ou elle l'entend. Et ça, c'est important que même des personnes qui sont hétéronormées, qui sont cis-normées, puissent porter ces combats-là avec nous. Donc voilà. Merci. Niki, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à cette question? D'accord. Pour ma part, je dirais que ce serait un risque énorme quand même de se fondre dans ce grand groupe. C'est des mouvements qui sont bien pour être des alliés. Pour être des alliés, mais à un moment donné, il faudrait que la distinction puisse être faite. Qu'on le veuille ou non, nos stratégies de lutte ne peuvent pas être les mêmes parce que n'ayant pas les mêmes spécificités, parce que n'ayant pas les mêmes problématiques. Aujourd'hui, c'est vrai que le féminisme tend à vouloir déconstruire le patriarcat. C'est un peu les mêmes causes qui sont défendues dans les mouvements LGBTQ. Mais l'homophobie aussi est réelle. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. L'homophobie est réelle et dans certains contextes, comme vers chez nous, ici en Afrique, l'Afrique de l'Ouest francophone, ce ne serait vraiment pas évident de se présenter dans ces mouvements-là. C'est toujours des couvertures qu'on prend à un moment donné, parce qu'il faut comprendre que la parole n'est pas totalement libérée quand il s'agit de se montrer sous le couvert de ton orientation sexuelle réelle. Donc, c'est des couvertures que tu vas prendre à un moment donné et ça rend ta lutte inefficace. Donc, moi, je pense qu'on peut en faire des alliés, des personnes qui gardent une certaine ouverture d'esprit, mais on ne peut pas se fondre dans ce grand groupe. C'est clair que si on le fait, ça va tuer le mouvement que nous sommes en train de construire actuellement. C'est clair. Merci beaucoup. Alors, je résume, alliés, mais non pas fondus dans la masse. Et je crois que nous l'avons tous et toutes vécu dans nos activités militantes, de devoir lutter aussi pour que notre voix soit entendue, que notre cause soit entendue. Voilà, j'ai plus de questions. Je crois que je vais clore ici cette table ronde en vous remerciant chaleureusement de votre participation et en vous envoyant toutes nos pensées solidaires pour vos combats qui sont aussi les nôtres. Et j'espère que cette conférence va développer des liens, peut-être des événements communs futurs. Et voilà, donc je ne sais pas si vous voulez dire encore un mot, mais je vous remercie en tout cas chaleureusement. C'est bon. OK. Merci beaucoup.